la phase de fouille en tant que telle est une phase très automatisée. De nombreux algorithmes ont été développés depuis les années 60. Ils ont été intégrés à de nombreux supports. Donc, à part des chercheurs en data mining, personne ne conçoit des nouveaux algorithmes. La plupart des gens qui font de l'analyse de données utilisent des algorithmes déjà existants. Donc, ce qui est important, c'est de connaître le fonctionnement général des différentes familles d'algorithmes et d'être capable d'identifier quelle famille va être pertinente pour ce qu'on essaye d'extraire et de savoir après comment paramétrer les algorithmes. Mais le travail d'analyse mathématique en tant que tel sera fait automatiquement par l'outil. Les outils les plus classiques pour faire du traitement de données vont être des outils dédiés, souvent assez onéreux, mais on peut en faire avec des bibliothèques gratuites, sous Python notamment. Il y a des librairies de data mining qui sont très performantes et qui résistent plutôt bien à l'augmentation de la taille des données. Vous avez aussi des outils comme R ou MATLAB qui, eux, vont avoir des packages dédiés au data mining et qui vont être capables de gérer des tailles de données un peu plus importantes. Donc l'un des algorithmes les plus simples, c'est l'algorithme qui est proposé par Agraval et qui va permettre d'identifier des associations. Quels sont les phénomènes qui arrivent en même temps? Donc ça sert dans le domaine de marketing, trouver les produits qui sont achetés en même temps. Dans le domaine médical, trouver les médicaments les combinaisons de médicaments qui fonctionnent bien, trouver les médicaments qui sont mieux adaptés à un type ADN ou autre. Donc ça va être des règles d'association. De type si alors. Si j'achète A, alors B. Si je suis de groupe sanguin A+, alors il faut mieux que j'utilise le médicament lambda. On a des indicateurs mathématiques qui vont permettre de décrire la pertinence des règles trouvées, le support, notamment, qui va être basé sur les probabilités conditionnelles. Donc, les premiers usages de ces règles d'association ont été dans le domaine du marketing, donc dans les magasins, pour identifier comment mieux organiser la disposition des magasins pour maximiser les trajets réalisés par les personnes qui faisaient leurs courses. Une des associations inattendues qui a été identifiée, c'est que à la veille du week-end, on a des associations de type si vous achetez des bières, alors vous avez des grandes chances d'acheter des couches pour bébé. Et inversement, si vous achetez des couches pour bébé, alors vous avez des grandes chances d'acheter de la bière. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des phénomènes qui n'avaient pas du tout été identifiés. Donc la règle brute, elle n'a pas d'explication. Après coup, on peut chercher à expliquer que cette concomitance d'événements, parce que les parents de jeunes enfants sortent moins, mais ils prennent autant d'apéros, et donc quand ils vont faire leurs courses, ils vont acheter les deux produits, les couches pour leurs enfants et les bières pour leurs apéros. Donc, à quoi ça sert de trouver ça? C'est une nouvelle suggestion de disposition des produits dans le magasin. Donc, surtout, ne pas mettre côte à côte les produits alcooliers et les produits pour bébé. Essayer de les éloigner pour que les jeunes parents traversent le magasin et achètent autre chose. On n'a pas forcément d'explication pour les règles qui vont être trouvées par ces algorithmes d'association. Donc, il faut être capable, avec les experts, de voir si ce qu'on observe, c'est juste des événements qui arrivent en même temps, mais il n'y a pas de lien. Et ce qu'on observe dans le passé, du coup, n'aura pas forcément lieu dans le futur. Et puis, il faut aussi être capable d'identifier celles qui vont être vraiment représentatives,
celle qu'on va pouvoir utiliser dans la prise de décision, et celle qu'on va laisser de côté. Lorsqu'on va faire de la classification, on va essayer de trouver des groupes homogènes. L'objectif étant de décrire une situation présente, mais aussi de prédire une situation à venir, ou de classifier un nouvel individu. Donc ça va se faire en 2 étapes. Une première étape de construction du modèle, où on va apprendre sur des données passées à identifier qu'est-ce qui fait sens pour classer. Donc on va représenter ça sous forme de règles, de descriptions, d'arbres de décision, de formules mathématiques. Et ça va constituer notre explication du réel, notre modèle. Pour vérifier que ce modèle est pertinent, on va vérifier avec des données du passé dont on ne s'est pas servi pour apprendre si la prédiction est pertinente. Si cette validation est faite, alors on pourra utiliser le même modèle pour prédire des événements pour lesquels on n'a pas l'étiquette. Des événements qui sont pour l'instant inconnus et pour lesquels l'apprentissage va faire sens. La représentation de cette adéquation du modèle avec la réalité est souvent mesurée via cette matrice de confusion. Une matrice de confusion, c'est une comparaison entre les prédictions du modèle et la réalité. Ce qu'on veut trouver, c'est les adéquations entre la réalité et le modèle et minimiser toutes les mauvaises prédictions. Donc ça, c'est une mesure de la pertinence du modèle qui est assez simple à identifier, à calculer si on a des données étiquetées et qui est également assez simple à expliquer, donc qui est très souvent utilisé. On peut avoir d'autres classifications qui vont être basées sur des probabilités conditionnelles qui sont parfois plus performants, mais beaucoup plus compliqués à expliquer. Et il faut toujours pondérer la performance avec la facilité d'application. Parfois, avoir un modèle moins proche de la réalité est plus facile à expliquer, c'est plus pertinent. Donc, quel type de classification on peut faire? On peut classifier de manière binaire, identifier une relation, mathématique ou non, qui va nous permettre de dire un événement, un individu va appartenir au groupe A plutôt qu'au groupe B. Lorsqu'on a des données mathématiques, l'objectif, ça va être de trouver une représentation du plan de coupe qui va nous permettre de séparer ces 2 populations. Lorsque les données sont plus hétérogènes, il est souvent plus simple de représenter cette classification sous la forme d'un arbre. Donc on va avoir à chaque embranchement une classification pour arriver au niveau des feuilles à une prédiction des classes. La difficulté avec les arbres de décision, c'est que parfois la frontière au niveau des embranchements n'est pas facile à poser. Exemple sur ce graphe-là, on représente sous cet arbre le traitement d'un malade qui arrive chez son médecin. On va lui poser des questions pour identifier quel est son problème. Donc, où est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce qu'il tousse? La partie où est-ce qu'il a mal peut être assez simple à faire, en tout cas assez objective. La partie est-ce que vous avez de la fièvre ou pas est plus difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une référence. Donc, quelle est votre température quand vous n'êtes pas malade? Et puis, à partir de quel niveau d'écart par rapport à cette température normale, est-ce qu'on identifie qu'il y a vraiment une fièvre? Est-ce que c'est à 0,5 degrés d'écart? Est-ce que c'est à 1 degré d'écart? Donc cette notion de frontière est parfois difficile à faire. L'avantage, c'est que les temps d'apprentissage pour ces règles sont plutôt courts. Que l'interprétation pour un être humain est simple
et que du coup, leur application peut être très rapide. Les réseaux de neurones sont des représentations, des outils mathématiques qui vont nous permettre de faire ce même genre de représentation, mais avec des frontières plus complexes. Donc, vous avez ici représenté différents types de découpage de nos populations. Une régression linéaire, on va avoir un découpage binaire sous la forme d'une droite si on est en 2D, d'un plan si on est en multidimension. Des arbres de décision qui vont avoir des frontières un peu plus sophistiquées, mais toujours droites, alors que les réseaux de neurones vont nous permettre d'avoir des frontières qui vont être beaucoup plus complexes. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? C'est un polynôme qui va, en entrée, prendre des données et appliquer une somme pondérée pour ressortir une valeur. On peut aussi adjoindre une fonction d'activation qui va être une fonction oui-non. Oui, je ressors un nombre. Non, moi, je suis un neurone et je ne ressors rien. Donc, la difficulté de la mise en œuvre de ces neurones, c'est que il va falloir déterminer pour chaque neurone les n poids du polynôme, la valeur de la fonction d'activation, et pour cela, il faut beaucoup de données d'entrée. Donc l'inconvénient des réseaux de neurones, c'est qu'on va avoir un apprentissage long. La difficulté également pour l'expert, c'est que lorsqu'on enchaîne différents neurones, on va assez rapidement perdre la relation avec les données d'entrée. Ici, au niveau des données d'entrée, en bas du schéma, on a des données qui représentent une réalité, qui représentent des patients, qui représentent des clients, qui représentent des phénomènes physiques. Au premier étage, on va avoir des nombres qui sont issus de pondération de ces différents critères. Au troisième, au quatrième, au cinquième étage, on a des vecteurs de sortie qui vont représenter qui vont nous permettre de classifier de manière pertinente les individus, les phénomènes initiaux, mais qui auront perdu la relation directe avec le phénomène. Donc ce ne sont pas ces réseaux de neurones des boîtes noires, parce qu'on sait ce qui s'y passe, on sait pour chaque neurone quelles sont les valeurs des différents poids. Néanmoins, on ne sait pas vraiment expliquer la relation de la sortie avec les données d'entrée, et donc on est plutôt sur ce qu'on appelle des boîtes grises. L'avantage de ces boîtes grises, c'est qu'il y a une plutôt bonne tolérance au bruit. Donc si on a de temps en temps des données qu'on ne sait pas traiter, nettoyer, ou qu'on a oublié de nettoyer, eh ben, le réseau de neurones va être plutôt résistant et va quand même réussir à prédire quelque chose de pertinent. Si on empile les couches, on va néanmoins être sur des apprentissages longs qui sont parfois rébarbatifs, surtout que comme on n'arrive pas à vérifier ce qui s'y passe avec l'avis des experts, on ne sait pas si on est sur la bonne direction ou pas. Donc ça, c'est une méthode qui est souvent utilisée. Une méthode également qui va être souvent utilisée, c'est les notions de voisinage. On va calculer des distances et identifier les nouveaux entrants, les nouveaux spécimens, les nouvelles mesures, en fonction de leur proximité à des individus qu'on a déjà identifiés et pour lesquels on connaît les caractéristiques, et se dire le nouvel individu va avoir un même comportement que celui dont il est le plus proche dans ce qu'on a déjà dans notre base de données. L'avantage, c'est que c'est un apprentissage très 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 court. L'inconvénient, c'est que si on n'a pas la bonne notion de distance, les résultats ne seront pas bons. Donc il faut bien trouver comment est-ce qu'on mesure la similarité et la dissimilarité entre les individus. C'est pas forcément compliqué lorsque toutes les données sont des données numériques. Il faut parfois trouver les bons
les bonnes pondérations entre attributs, mais c'est faisable. Lorsqu'on va avoir des caractéristiques qui vont être textuelles ou catégorielles, là, ça va être plus compliqué.